Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans les 4V ce matin. Alors, ancien Premier ministre, et vous publiez ce livre, Ne sortons pas de l'histoire, aux éditions Michel Lafon. Avant de parler du sursaut de l'Europe, parce que c'est vraiment le thème principal de votre livre, il ne pleut plus de manière significative en France depuis un mois. Ce mois de février s'annonce déjà comme le plus sec depuis 1959, reconnaît le ministre de l'écologie. Les préfets sont d'ailleurs convoqués aujourd'hui pour coordonner la lutte contre la sécheresse. Vous commencez votre livre justement par la préoccupation sur le climat, sur l'écologie. Est-ce que ça passe forcément, Jean-Pierre Raffarin, par une prise de conscience générale? Le fait que tout le monde va devoir changer ses comportements. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui est très très forte, non seulement en France, mais dans le monde. Si vous voulez, il y a un paradoxe aujourd'hui, dans le monde, tout va mal. Il y a des tensions partout, il y a vraiment des rapports de force partout. Il y a un sujet consensus qui est dans les têtes de tous les jeunes, qu'ils soient à Shanghai, qu'ils soient à Singapour, qu'ils soient à San Francisco, c'est qu'il faut défendre la planète. J'appelle ça, moi, la planétisation de la politique. La planète est devenue un objet politique. Quand j'ai commencé la politique, la planète n'était pas un objet politique. C'était pas un sujet du tout. Aujourd'hui, les jeunes se battent pour défendre la planète parce qu'il s'agit de défendre l'humanité. Donc il y a un nouvel humanisme qui est émergent. C'est la seule bonne nouvelle, à mon avis, dans le panorama actuel. C'est son consensus des sociétés civiles et les politiques sont obligés de courir derrière. Avec parfois une vision un peu radicale. Regardez effectivement ce jeune, ce week-end, qui a interpellé Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, jeune militant écolo, qui trouve que ça ne va pas assez vite. Et d'un autre côté, Jean-Pierre Raffarin, on a beaucoup de Français qui trouvent au contraire qu'il y a trop de contraintes, on nous embête presque avec l'écologie. Comment on fait pour réunir tout le monde dans la même direction? Je pense que la seule façon de réunir quand on a beaucoup de crises, c'est d'avoir des perspectives. Et au fond, il n'y a qu'en créant des priorités qu'on peut avoir une perspective et pouvoir organiser une mobilisation. Ce n'est pas en réglant que les crises, en étant le nez dans le guidon, qu'on règle les problèmes. Vous réglez le problème des boulangers et puis tout de suite, vous avez le problème des bouchers. Il faut dégager une priorité. Et je pense que là, pour l'Europe, il y a une question majeure. Aujourd'hui, l'Europe est en déconstruction. La guerre de l'Ukraine est pour nous vraiment un problème de division, un problème de tension. Certes, le peuple ukrainien est la première victime de cette agression russe, mais l'Europe peut être la deuxième victime. On voit l'inflation, on voit la crise de l'énergie et on voit la division. Les peuples qui ont peur de la guerre, ils appellent les Américains. Tout ceci fragilise le projet européen de défense, puisque c'est finalement l'OTAN maintenant qui est le leader. Je vais revenir à l'Ukraine justement. Dans ce livre, vous insistez énormément sur le mot leadership. C'est le mot qui revient le plus. Vous dites notamment effectivement que l'Europe et particulièrement la France doit retrouver sa position centrale, notamment sur la question du climat. Vous dites que ça, c'est peut-être l'occasion de redevenir un pays un peu influent. Je pense qu'aujourd'hui, on ne voit pas à quoi sert l'Europe dans le monde. Certes, l'Europe sert à exprimer des idées de paix, des idées d'équilibre, puisqu'au fond, nous avons, nous, quand même, surmonté la honte, l'horreur, la tragédie du nazisme. C'est ce qui a été pour nous quelque chose de phénoménal, c'est cette amitié aujourd'hui avec les Allemands. Si vous regardez les Chinois et les Japonais, ils n'ont pas fait ce travail-là. Donc pour nous, on a ce message-là. Mais pour être respecté dans le monde, il faut être leader de quelque chose. Il faut être respecté parce qu'on est leader. Or, on a un sujet sur lequel on peut être leader. Il n'y en a pas 36. Il y a un sujet, c'est justement l'application des accords de Paris sur le climat qui sont finalement originaire de notre territoire. Et donc, c'est en affirmant ce leadership, être les meilleurs, être les champions de l'application des accords de Paris, être les champions de la planétisation. Ça, je pense que ça peut être une bonne stratégie européenne. Et si on est leader de quelque chose, on sera respecté. Si on n'est pas leader, on ne sera qu'une balle de ping-pong qui recevra des coups de raquette de partout. Alors l'Ukraine, Jean-Pierre Raffarin, vous dites dans votre livre, les Européens se sont laissés endormir. Vous prenez notamment effectivement l'exemple de la guerre en Ukraine. On entend beaucoup parler justement de l'Union européenne depuis le début de ce conflit. Et pourtant, vous dites que c'est d'abord un face-à-face, surtout entre la Russie et les États-Unis, ce conflit. Pourquoi? Je pense qu'on assiste à une escalade très très forte. Et on voit bien que Poutine, au fond, désigne les États-Unis et maintenant l'OTAN comme principal adversaire. C'est sa dernière déclaration. Et donc, on voit bien qu'il y a une escalade et que cette escalade, elle conduit à ce que les grandes puissances s'impliquent. On a vu que Zelensky appelait la Chine à intervenir dans le bon sens. Les Américains craignent qu'elle intervienne dans le mauvais sens. Et on voit bien que, au fond, pour sortir de cette affaire, il faudra un jour un dialogue entre Poutine et Biden. Mais pour le moment,
Biden a choisi une stratégie qui est de soutenir, et nous sommes sur cette stratégie, soutenir à fond l'Ukraine pour créer le rapport de force. Si on allait à des négociations trop tôt, le rapport de force de l'Ukraine serait insuffisant. Donc il faut soutenir l'Ukraine pour qu'elle ait un rapport de force suffisant le jour où il y aura des négociations. Mais selon vous, ça passe forcément par des discussions à la fin entre Washington et Moscou? Je pense cela, mais Biden n'est pas forcément pressé. Pour le moment, Biden, il est assez satisfait. Un, il affaiblit sérieusement la Russie. Deux, il embarrasse sérieusement la Chine. Trois, il vend son gaz, il vend ses armes, il vend naturellement son blé. Donc aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas forcément les plus pressés pour sortir de cette crise. Oui, il y a aussi un jeu américain là-dedans. Mais nous, tout le monde joue. Voilà, la Russie, naturellement, c'est elle l'agresseur. Et nous sommes un peu les victimes. Le peuple ukrainien est la première victime, c'est sûr. Cette tragédie est terrible. Ils font preuve d'un courage extraordinaire. Vraiment, ils sont admirables. Je n'en reviens pas, quand je regarde la télévision tous les jours, de ce potentiel de courage qu'a ce peuple. Mais au total, je vois bien que le deuxième victime, c'est l'Union européenne. Quand je vois la tension entre les Français et les Allemands, par exemple, ce qui est le moteur de l'Europe, on est en train d'être assez fragilisé parce que, au fond, la crise de l'énergie pose la question du nucléaire. Nous n'avons pas d'avenir en matière d'énergie si nous ne développons pas le nucléaire. Mais les Allemands n'accepteront jamais le nucléaire. Donc là, on voit que cette guerre pose des problèmes qui sont des problèmes de cohérence, donc de force de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il faut une stratégie nouvelle. Je reste sur l'Ukraine, la Chine, que vous connaissez si bien, Jean-Pierre Raffarin. La Chine, Vladimir Poutine considère effectivement donc, que l'OTAN participe effectivement à ce conflit. Et le rôle de la Chine là-dedans. Les Américains disaient la semaine dernière, attention, les Chinois s'apprêtent à livrer des armes à l'armée de Vladimir Poutine. Les Chinois ont démenti depuis. Ils jouent quel jeu, les Chinois, là-dedans? C'est très difficile parce que je ne peux pas vous le dire, parce que la Chine, depuis quelques années, est devenue assez imprévisible. On a vu sur le Covid. Mais bien sûr, moi, ça fait 3 ans que je ne suis pas allé en Chine. Le Covid a mis de la distance entre tout ça. Donc, on ne sait pas très bien aujourd'hui ce que fait la Chine. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une propagande chinoise très forte, mais il y a aussi une propagande américaine. Donc, on a du mal à y voir très clair. Ce qu'on voit, la seule vérité aujourd'hui, qui saute aux yeux, c'est que l'escalade continue. Cette guerre n'a pas atteint son paroxysme. Et donc on voit que les grandes puissances sont à la périphérie de cette guerre, sont quand même plus ou moins impliquées. La guerre, je ne dirais pas qu'elle est mondiale aujourd'hui. Le pape a dit que c'était la 3e guerre mondiale. Moi, je ne pense pas tout à fait ça, même si et je vois bien que mais c'est une guerre globale qui est localisée en Ukraine, mais qui est aujourd'hui globale. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, le pape a raison, elle concerne tout le monde. Elle concerne les Chinois, elle concerne les Américains, mais au premier rang, elle concerne l'Europe, parce que c'est nous qui serons les plus fragilisés dans cette affaire. Je voudrais qu'on parle des retraites. Jean-Pierre Raffarin, elle arrive demain, là, cette réforme au Sénat, que vous connaissez bien. Vous avez siégé longtemps au Palais du Luxembourg. La droite est majoritaire au Sénat. Elle veut réécrire en grande partie cette réforme. Et on entend clairement que les sénateurs républicains, ils essaient d'imposer leur texte. Et que ce sont eux, les sénateurs républicains, qui ont la main maintenant sur cette réforme? Je pense que, puisqu'ils sont au cœur de la majorité sénatoriale, je crois qu'ils ont raison et d'affirmer leurs exigences, mais aussi d'être constructifs. L'Assemblée a été tellement dans ce jeu de déconstruction véritable, qui était vraiment un jeu qui a, d'une certaine manière, très inquiété les Français et qui a créé un climat de révolte sur le parlementarisme. Je pense que les sénateurs ont là l'occasion de montrer ce que c'est qu'une Assemblée responsable, compétente, qui a ses exigences. Mais il est clair aujourd'hui que pour que cette réforme puisse passer, il faut qu'il y ait une vision partagée entre le groupe Renaissance, naturellement de l'Assemblée nationale et aussi du Sénat, et puis les Républicains. Alors justement, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR au Palais du Luxembourg, disait ce week-end qu'il veut accélérer la réforme des régimes spéciaux, la fameuse clause du grand-père. Il veut aller encore plus vite pour mettre fin aux régimes spéciaux. Est-ce que ça, c'est pas un jeu dangereux, justement, en vue des nouvelles manifestations qui arrivent le 7 mars? Si on veut l'accord des LR, il faut les écouter. Bon, donc il faudra bien prendre des sujets qu'ils ont au cœur. Et on ne fait pas une coalition, même que sur un texte, sans tenir compte de ce que veulent les gens avec lesquels on veut travailler. C'est aussi ça le respect, c'est aussi ça les coalitions politiques. Il faut pouvoir tenir compte de l'autre. Donc ce sont les sénateurs LR qui vont décider. Donc ce n'est pas eux qui vont décider. Il va y avoir une négociation, parce que globalement, le groupe Renaissance pèsera plus au total, Assemblée plus Sénat réunis. Donc il faut qu'ils puissent s'entendre. Donc il y ait des discussions. On est aujourd'hui dans la phase parlementaire. C'est pour ça que c'est le Premier ministre qui est en première ligne, parce que c'est lui, normalement, le chef de la majorité. Mais c'est aussi le Premier ministre qui doit négocier, qui doit trouver les points d'équilibre. Mais trouver un équilibre négocié, c'est aussi tenir compte de l'autre. D'une manière générale, il faut se méfier de toute la violence verbale qu'on a eue à l'Assemblée nationale. Parce qu'au fond, la violence, c'est la destruction de l'autre. Or,
être constructif, c'est tenir compte de l'autre. Pour finir, Jean-Pierre Raffarin, vous plaidez pour une refondation de notre système politique, notamment vous plaidez pour un mandat de 4 ans pour les parlementaires, les députés. Est-ce qu'on peut avoir une réforme justement des institutions quand on voit effectivement que le Sénat pèse très lourd, notamment pour avoir les fameux 3/5 pour modifier la Constitution? Moi, je pense que oui, bien sûr qu'on peut réformer. Il faut naturellement présenter tous les avantages. On voit qu'on a un Parlement faible aujourd'hui. Pourquoi on a un Parlement faible? Parce que l'élection des députés est dans la foulée de la présidentielle. Ce n'est pas une élection spécifique qui donne une légitimité spécifique. Il faut la dissocier de la présidentielle. Et donc, il faut la dissocier. Ce qui était à l'origine de la Ve République, puisque le mandat présidentiel était de 7 ans et le mandat de député de 5. Donc, il nous faut des législatives au milieu d'un quinquennat. Donc ça peut être des midterms, comme aux États-Unis, un mi-mandat, ou ça peut être un mandat de 4 ans. Moi, ce que je crois, c'est que notre système politique est fatigué. Il faut le remuscler, il faut le développer, il faut le revitaliser, il faut le rapprocher des Français. On a une démocratie politique insuffisante, rôle du Parlement affaibli. On a une démocratie sociale. Les syndicats ont assez peu d'adhérents au total. Ils sont nombreux que quand ils sont dans la rue. Et au fond, on a des élections dans les entreprises qui datent de 1945. Donc il faut que la démocratie sociale soit plus vivante. Il faut plus de syndicats plus forts. Mais ça, il faut le rénover. Et puis la démocratie territoriale, il faut aussi qu'elle soit refondée parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie. Donc notre paquet démocratique est à vraiment travailler. On a 4 ans. Après cette réforme des retraites, 4 ans pour faire des réformes importantes. Il faudra bien les faire. Autrement, la France avec l'Europe sortiront de l'histoire. Et ça, c'est une tragédie. Justement, ne sortons pas de l'histoire. C'est le titre de votre livre, Jean-Pierre Raffarin, qui sort chez Michel Lafon. Merci d'avoir été l'invité des 4V. Bonne journée. Merci, messieurs.